Madame, Monsieur, bonsoir, bonjour, cela dépendra de l'heure à laquelle vous nous captez sur votre télévision. Merci de nous avoir choisis pour suivre votre magazine au cas par cas, ce magazine de décryptage d'informations politiques qui se trouve être produit à partir de Lubumbashi. Nous sommes là dans la province du Katanga, magazine qui se trouve être produit avec la participation de quelques confrères de la ville de Lubumbashi qui justement s'intéressent à la question politique. Et pour ce faire, nous allons procéder à la présentation de ceux avec qui nous allons présenter ce magazine. D'abord, Patient Claudel Chikamba, qui est journaliste politique de Montanchi Radio-Télévision. Patient, bienvenue. Merci et bonsoir à toi et bonsoir à ceux qui sont en train de me suivre à la maison. Merci. Il ne sera pas seul, nous aurons également le temps de partager avec notre confrère Serge Moukadi, qui se trouve être journaliste politique de Malaika Télévision, qui se trouve être également une chaîne de télévision émettant à partir de Lubumbashi. Serge, bienvenue. Merci, très heureux de vous retrouver pour ce plateau spécial. Vous me permettez de dire aussi bonsoir, bonjour aux téléspectateurs, enfin ça dépend de l'heure à laquelle nous suivent, vous l'avez dit. Bien sûr, merci Serge. Et pour le décryptage des informations aujourd'hui, nous allons recevoir un invité de marque, M. John Numbi Jesse. C'est avec lui que nous allons partager ce soir et l'on découvre l'invité tout de suite. Comme nous l'avons justement précisé, c'est M. John Numbi Jesse qui est notre invité ce soir. M. Jesse, bienvenue. Merci. D'entrée de jeu, pouvons-nous savoir qui est John Numbi Jesse? John Jesse Numbi, c'est un politicien congolais, cadre de l'ECD, plutôt secrétaire fédéral chargé de la jeunesse de l'ECD. Il est pratiquement un employé. Voilà, là c'est John. Yeah. Merci pour cette brève introduction. Et nous allons tout de suite entrer dans le vif de l'émission. Comme nous l'avons dit, nous parlons des différentes questions qui concernent la vie nationale de la République démocratique du Congo. Et la première partie, elle est purement politique. Et pour ce faire, nous allons tout de suite commencer la partie qui concerne les élections en République démocratique du Congo. M. Dessé, vous êtes acteur politique et vous avez suivi qu'il y a justement des préparatifs en ce qui concerne l'organisation des prochaines élections en RDC, avec notamment la mise en place de nouvelles structures, la CENI, le calendrier électoral qui justement ne crée pas l'unanimité dans la classe politique congolaise. Au jour d'aujourd'hui, les acteurs politiques, en dehors de ceux qui sont de la majorité, exigent justement un calendrier global. Quel est votre point de vue comme étant une première question directe à vous adresser? Monsieur le journaliste, merci beaucoup pour la première question. Effectivement, les élections sont la question primordiale pour le moment à RDC. Elle fait couler beaucoup d'encre et de salive. Mais il faut dire que nous sommes déjà sur une bonne lancée. Il faut noter que la CNI a déjà annoncé un calendrier, comme vous venez de le dire, et que s'il y a une exigence d'un calendrier global, moi je pense que c'est des Congolais qui donnent leur avis, mais la CNI est une institution technique. C'est une structure tout à fait indépendante de toutes les forces politiques en place et que la CNI n'a d'injonction à recevoir de personne. Mais il y a un espace de dialogue que la CNI organise. Je pense que c'est dans cet espace que les uns et les autres peuvent donner leur avis. Mais quitte à imposer à la CNI, je pense que le dernier I de la CNI signifie indépendance. Est-ce qu'il faut parler par exemple du consensus que les opposants exigent, M. Dessé, alors que le président de la CNI pense que le consensus n'est pas obligatoire? Ou est-ce que la CNI ou le président de la CNI veut amener la RDC? Le consensus, c'est quoi le consensus? Le consensus n'est possible que dans les limites de la loi. Lorsque la loi donne à la CNI un pouvoir, la CNI a le droit de l'exercer. Et lorsque vous donnez vos avis, la CNI peut bien vous écouter et vous proposer ce qu'elle a à faire. Le consensus, c'est quoi en fait?
Le consensus, c'est qu'il y a des prescrits de la loi qui sont déjà, qui ne peuvent pas être discutés. Lorsque la loi prévoit qu'il y a des élections qui doivent être organisées, nous devons les organiser. Mais lorsque l'on voudrait aller dans les consensus pour discuter de quoi? D'un calendrier global, mais un calendrier qui sort déjà à moitié, c'est un calendrier. Et la peur de ces opposants, c'est que si le calendrier n'est pas global, il y a possibilité que d'autres choses puissent être révélées au-delà de 2005. Non, mais le consensus ne peut pas se baser sur des suspicions et sur une crise de confiance. Lorsque on parle de consensus, nous devons être capables de nous faire confiance. Lorsque la CENI a présenté un calendrier, nos amis de l'opposition, parce que c'est d'eux qu'il s'agit quand vous parlez des autres politiciens, nos amis de l'opposition n'ont qu'à se ranger derrière la CENI. On ne peut pas gérer un pays avec des suspicions en supposant. Je pense que c'est des chimères que notre... Qu'est-ce qui est difficile? C'est de publier le calendrier global? Non, le problème, c'est que nous, on ne veut pas imposer à la CENI de faire un calendrier global ou partiel. La CENI est une institution technique et indépendante. Lorsqu'elle propose un calendrier, nous voulons nous mettre déjà sur la voie. Mais le problème, c'est lequel? Lorsque vous constaterez, nos amis demandent un calendrier global, mais ils sont en train de bloquer un calendrier partiel. Ils sont en train de bloquer la bonne marche. Et dans cela, vous allez constater que nous serons en retard par rapport au calendrier et nous risquons de connaître de reportages. Bien, nous allons poursuivre avec Patient Claudel Chikama qui a toute une série de questions à vous poser. Monsieur John Numbi, bonsoir. Bonsoir. Je vous sens très porté vers la majorité. Est-ce qu'on peut dire que monsieur John Numbi est quelqu'un de la majorité? Je suis membre de l'ECT, mon parti est membre de la majorité. Oui. Alors aujourd'hui, votre engagement politique, vous vous êtes présenté comme quelqu'un de la majorité, un peu aussi dans la jeunesse, mais également on vous a senti un peu très réservé sur ce que vous faites dans la vie, employé tout court. Ça veut dire quoi exactement? Vous ne voulez pas vous révéler au public? Non, parce que c'est ça la réalité. Vous savez, les hommes, ils ont beaucoup de statuts. Je ne veux pas ici présenter que je suis parent, que je suis marié, que je suis... Voyez-vous, si nous devons parler de tous les statuts que nous occupons dans la vie, nous risquons d'en perdre tout de suite. Voilà, c'était juste une question pour entrer dans le jeu. Alors, nous allons maintenant aller dans le vif du sujet. Alors, vous faites de la politique aujourd'hui avec tout ce qu'il y a comme discussion, alors que la CENI vient de publier un calendrier électoral, ça a suscité beaucoup de réactions. Vous avez la SENCO, vous avez les envoyés spéciaux, vous avez toute la classe politique congolaise qui s'est ébranlée. Et derrière moi, la dernière réaction en date, c'est celle des évêques de l'ERC, l'Église du Réveil du Congo. Alors, est-ce que ça ne vous donne pas un tout petit peu le dégoût de la politique? Est-ce que vous ne sentez pas que vous êtes en train d'entrer dans un monde qui va peut-être vous noyer? Non, au contraire, ça me donne l'envie de rentrer dans cette politique. Vous savez pourquoi j'ai décidé de faire de la politique? J'ai décidé de faire de la politique parce que j'ai constaté qu'il y avait une crise, effectivement, de confiance dans l'homme politique. Et je me suis dit qu'il y avait un problème dans ce pays. Parce que si tous les hommes politiques, on ne sait pas leur faire confiance, c'est que le pays est voué à l'échec. Or, la politique, c'est celle qui nous gère. Vous savez, il y a un adage qui dit vous refusez de vous occuper de la politique, mais la politique s'occupera de vous. Il n'est pas question de laisser la politique nous traîner, alors que c'est l'homme qui doit traîner la politique. C'est comme ça que je me suis dit, je dois être acteur là où je dois le faire. Vous savez, le problème de la politique, c'est que tout dépend des intentions avec lesquelles on va. Est-ce que vous pensez changer quelque chose dans ce pays où, naturellement, c'est le système qui emporte l'homme et l'homme n'influe pas sur le système? Non, le système a été créé par l'homme. C'est l'homme qui fait le système. Le système emporte l'homme quand l'homme se laisse entraîner. Et moi, je pense que le changement de ce pays, c'est un changement qui dépend de l'homme. Vous savez, le problème de la RDC n'est pas un problème d'argent, n'est pas un problème des finances ou je ne sais des capitaux, mais c'est d'abord un problème d'homme. Donc le défi de notre développement, c'est l'homme. Et le défi de la bonne gestion de ce pays, c'est l'homme. Donc si nous voulons réellement changer ce pays, c'est que nous pouvons le faire. Si je peux changer ce pays, je pense que nous devons nous engager ensemble. Et moi, mon engagement, c'est de dire, je m'engage à engager tous les Congolais dans un esprit de changement. Dans un esprit de changement, le changement, c'est ce que tous les Congolais veulent aujourd'hui. Alors, ce changement se fera-t-il de n'importe quelle manière, ou bien ça se fera dans les normes exactement? Voilà, c'est la question donc qui est sur la table du Congolais avec la Constitution de la République. Mon confrère en parlait tout à l'heure, avec notamment le cycle électoral, mais un cycle électoral qui pourrait peut-être aller au-delà de 2016, avec notamment dans le tapis la grande question de la présidentielle. Alors, est-ce que
vous avez regardé le débat actuel sur le mandat du président de la République, sur tout ce qui se passe. Est-ce que vous pensez que le problème c'est la constitution congolaise ou bien le problème c'est celui d'un homme qui voudrait rester au pouvoir, Joseph Kabila? Je pense que nous devons éviter de mettre le débat sur l'homme. Mais moi, je voudrais d'abord que nous puissions parler de cette constitution dont vous venez de parler et même du cycle électoral. Le cycle électoral qui court encore jusqu'en 2016, nous sommes en 2014, donc moi je ne vois pas que nous sommes en retard. Donc il y a encore du temps pour organiser les élections. Est-ce qu'il y a un problème de l'homme Joseph Kabila? Moi je ne sais pas pourquoi on veut parler de Joseph Kabila aujourd'hui. Parce qu'il ne se prononce pas, il ne veut rien dire par rapport à la question. Quand il a prêté serment pour 5 ans. Et il a prêté serment sur la constitution congolaise. Je pense que c'est déjà une façon de se prononcer. Il est respectueux de cette constitution. 5 ans après, le mandat sera à sa fin et nous passerons aux élections. Je ne vois pas le problème du président qui doit se prononcer. Est-ce qu'on demande au président américain de se prononcer aujourd'hui s'il sera candidat ou pas? Je n'ai jamais entendu les journalistes lui poser cette question. Pourquoi? Parce que c'est automatique, parce que c'est constitutionnel. Je pense que la question n'est pas est-ce qu'il se présentera ou il ne se présentera pas. La question c'est qu'est-ce que la Constitution prévoit pour cela. Et je pense que la Constitution congolaise est claire là-dessus. Alors une dernière question avant de passer le micro à mon confrère qui me l'a donné tantôt. C'est celle de dire, est-ce que ce fait pour le président de ne pas se prononcer clairement, ce fait de constater ce tiraillement dans la société entre l'opposition et la majorité, est-ce que justement ça ne fait pas de vous, politiciens, pour ceux qui nous suivent à la maison, encore ces gens qui se battent pour des intérêts privés? Est-ce que vous n'avez pas peur de ce monde-là? Je n'ai pas peur, mais vous avez tout à fait raison d'évoquer le problème de la moralité de certains hommes politiques ou de cette poursuite des intérêts personnels de certaines personnalités. Je venais de vous dire tout à l'heure que tout dépend de la motivation avec laquelle on va en politique. J'ai toujours dit que la politique, en politique, on y va avec 3 motivations différentes. Il y en a qui y vont parce qu'ils cherchent de l'emploi, parce qu'ils cherchent de la richesse. Il y en a qui y vont parce qu'ils cherchent le pouvoir, pour le pouvoir. Mais il y a ceux-là qui vont dans la politique parce qu'ils ont une certaine vocation à apporter un changement. Et moi, je pense que nous sommes de ceux de la 3e catégorie qui allons dans la politique parce que nous croyons qu'il y a quelque chose à faire dans ce pays. Et est-ce que j'ai peur? Je n'ai pas peur. Effectivement, c'est ça le problème. Mais le problème du changement, c'est que nous devons ensemble nous y engager. Même s'il y a une multitude des loups et que vous n'êtes qu'une seule colonne, je pense qu'il est possible que nous puissions transformer ces loups en colonnes. Mais je sais qu'il y a quelques politiciens qui sont véreux et qui ne poursuivent que leurs intérêts personnels, mais il y a des politiciens qui sont un but de patriotisme et ils ne pensent qu'à l'intérêt général et à la RDC. Et il y en a, c'est ceux-là qui nous ont même attirés vers la politique. Donc la politique n'a pas que des hommes qui ne cherchent que leurs intérêts, mais plutôt les intérêts généraux de la population congolaise. Avant de prendre Serge, on va rester dans ce registre de la question qui est passée à évoquer, M. Dissé. La question concerne Joseph Kabila. 2016, partira-t-il ou ne partira pas? Parce que même autour de ceux qui sont dans l'entourage de Joseph Kabila, il y en a qui estiment que... Il y en a qui estiment que le président Kabila, avec notamment le professeur Evariste Bochab et les autres, ils pensent qu'il n'est qu'au début. Pourquoi on veut que le président ne parte pas? Si c'est ça le souhait des Congolais, alors nous allons lui laisser continuer le mandat. Pourquoi tout le monde ne parle que du mandat du chef? Continuer le mandat au-delà de 2016. Mais le chef de l'État a prêté serment sur la Constitution. Et cette constitution ne lui reconnaît pas d'aller au-delà de 2016, M. Jessé. Je ne pense pas qu'un seul jour, M. Kabila a demandé un 3e mandat. En tout cas, à ce que je sache, je ne l'ai jamais entendu. Il y a des gens qui sont tout autour de lui, qui ne pas parler du professeur Bochab. Est-ce que vous allez empêcher aux Congolais de parler? Moi, je vous ai entendu quelqu'un qui dit si seulement le Lumumba pouvait encore être en vie. Est-ce que vous allez l'empêcher? Et si seulement Joseph Kabila allait au-delà de 2016? Parce que les Congolais, et là, de réfléchir, on ne peut pas s'en empêcher. À ce titre-là, où serait la place de la Constitution, M. Jessé? Il ne faut pas oublier que M. Kabila peut ne pas se présenter en 2016 et revenir en 2021. La Constitution le lui reconnaît. Donc, s'il y a des Congolais qui estiment qu'il a encore beaucoup à donner, je pense qu'il a encore du temps et il peut toujours revenir. Mais cela ne signifie pas que nécessairement il briguera un 3e mandat en 2016. Monsieur John, vous évitez de parler de Kabila parce que vous ne voulez pas que le débat reste sur la personne. Il est président. On ne peut pas parler de la présidence sans parler du président parce que c'est le président qui fait la présidence et la présidence fait le président. Vous ne pensez pas que le silence de Kabila est trop parlant?
Aujourd'hui, dans le camp de la majorité, on ne connaît pas son dauphin. On ne sait pas qui va le remplacer. Vous ne comprenez pas qu'il est en train de dire, est-ce que vous ne comprenez pas qu'il est en train de dire, eh bien, faites tout ce que vous pourrez faire, je suis là et j'y reste. Non, mais moi je ne vois pas ça de cette manière. Vous savez, monsieur Serge, c'est pratiquement l'opposition qui est en train de s'agiter pour essayer de faire de ça un problème. C'est ce que vous appelez le silence qui parle. Effectivement, le silence parle. Mais il ne parle pas parce qu'il n'y a pas une matière sur laquelle il faut réagir. Il y a une question qui est posée, mais qui est un non-lieu. Parce que la Constitution est claire là-dessus. M. Kabila n'a jamais demandé un troisième mandat, à ce que je sache, s'il y a des Congolais qui ont réfléchi. Nous sommes libres de réfléchir et nous sommes libres de donner nos avis. Monsieur le Président, il attend le moment opportun. Vous parlez du dauphin, mais est-ce que vous connaissez le dauphin d'Obama? Est-ce que vous connaissez le dauphin de François? Non, si vous parlez des États-Unis, parce qu'aux États-Unis, il n'y a pas de tentative de révision de la Constitution, M. Dessert. Est-ce qu'ici il y a une tentative? Parce que, en fait, comment vous pouvez créer une tentative? Il y a beaucoup d'acteurs de la majorité présidentielle qui parlent. Les acteurs, c'est pas M. Kabila. Non, de toute façon, ils sont tout autour de lui. Ils sont tout autour de lui. Non, ils sont autour de lui, mais vous parlez de M. Bochab. Bochab n'a jamais demandé un troisième mandat. Bochab a parlé de la révision constitutionnelle. Il n'a jamais parlé d'un troisième mandat, à ce que je sache, à moins que vous me prouviez le contraire. Mais il y a certaines personnalités qui auraient souhaité, quand un membre de la majorité présidentielle souhaite que les chefs de l'État continuent, moi je ne vois pas en quoi cela est empêché. Alors, selon vous, si les autres ont proposé, alors qu'est-ce que vous proposez? Moi je m'en tiens à la Constitution. Je pense que mon parti est clair. Nous respectons la Constitution et nous savons que seul le peuple congolais est souverain. Seul le peuple congolais est souverain. Je crois qu'on va continuer sur la même lancée. Kabila 2016. Est-ce que le président de la République ne voudrait-il pas nous mettre dans une sorte de fait accompli, d'autant plus que l'article 70, alinéa 2 de la Constitution précise que le président en exercice va continuer à exercer le pouvoir jusqu'à ce qu'il y aura un autre président. Est-ce qu'on ne va pas nous mettre dans le fait accompli comme aujourd'hui pour les gouverneurs? Les gouverneurs sont là, ils feront 10 ans. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres gouverneurs? Est-ce que ce n'est pas en fait cette prise d'otage que vous, les politiciens, vous cherchez aujourd'hui? Qui cherche le fait accompli? C'est là que moi je pense qu'il y a une petite hypocrisie dans nos amis, dans le chef de nos amis de l'opposition. Il y a une hypocrisie. Pourquoi? Parce que ils sont en train de chercher une chose et son contraire à la fois. M. Malouma nous présente une feuille de route pour que nous allions aux élections avec un calendrier. Les autres, ils bloquent. Ils se disent, non, nous devons d'abord revenir... Mais la feuille de route est incomplète. Non, elle n'est pas incomplète. Parce que la loi électorale parle du calendrier électoral et non des calendriers électoraux. Nous sommes en RDC, nous n'avons pas créé la roue en 2013 ou 2014. En 2006, est-ce qu'on a présenté un calendrier complet? Et en 2011, est-ce qu'on a présenté un calendrier complet? Pourquoi on n'a jamais posé le problème à cette époque-là? Pourquoi en 2011, quand on a parlé des élections présidentielles et législatives seulement, on n'a jamais fait un problème? Et que si nous parlons aujourd'hui des élections provinciales, c'est quel cycle? Si nous parlons aujourd'hui des élections urbaines et rurales, c'est quel cycle? C'est le cycle 2011, où on a déjà présenté un calendrier présidentiel, un calendrier législatif, et il nous restait les législatives provinciales et les locales. Donc il n'est pas question de parler des présidentielles de 2016, alors que nous n'avons pas encore fini le cycle 2011. Je pense qu'il y a une forme d'hypocrisie dans le chef de nos amis, et même dans certaines personnalités, certains acteurs de la communauté internationale, qui on ne sait pas très bien pour qui ils sont en train de jouer. Alors je redonne le micro à mon confrère Serge Moukadi, ou bien José Mukendi, mais en vous laissant peut-être une dernière question, peut-être en quelques secondes. Est-ce que Joseph Kabila ne pourrait-il pas subir le sort de Kadhafi, d'autres, parce qu'on sent qu'il y a une sorte de développement, d'une sorte d'accrochage au pouvoir, on voudrait s'accrocher au pouvoir? Donc d'abord, je voudrais vous dire qu'il n'y a pas une volonté de s'accrocher au pouvoir, parce que si un homme devait s'accrocher au pouvoir, Joseph Kabila, il devait le faire depuis très longtemps. En 2006, c'est lui qui fait tout pour qu'il y ait des élections présidentielles. Donc il remet son pouvoir en jeu. En 2011, alors que toute la communauté internationale essaye de traîner le pas, je vous rappelle ici que la communauté internationale nous avait promis de soutenir les élections en 2011, mais que la communauté internationale n'a rien donné. Et que c'est seulement le gouvernement de Joseph Kabila qui a mis les moyens pour remettre son pouvoir en jeu.
Voyez-vous dans un monsieur pareil une volonté de s'accrocher au pouvoir? Je ne pense pas. Merci, M. Dessé. On va tout de suite changer de thème. On parle de la deuxième partie de ce magazine qui est consacrée à d'autres questions, notamment sur des questions telles que l'émergence de la République démocratique du Congo, mais aussi cette question que l'on parle presque partout en RDC, la maîtrise du système macroéconomique. La première question directe, M. Dessé. Le chef de l'État parle de l'émergence de la RDC à l'horizon 2030. Comment vous expliquez cette émergence du pays? Comment cela peut-il arriver sur le plan pratique? Je pense que c'est un défi que le chef de l'État s'est donné à relever, plutôt à donner à la RDC pour les séances 2030. Je pense que nous devons d'abord rappeler une chose, c'est que ce n'est pas seulement la RDC qui s'est donné cet objectif, c'est presque partout en Afrique. Aujourd'hui, tous les pays parlent 2030, 2035, 2025 même. Il y a des pays qui lancent déjà la Côte d'Ivoire, le Congo-Brazza, l'Angola, l'Éthiopie, ainsi de suite. C'est une volonté. Là, je vois déjà un rêve d'un homme d'État, et c'est très important parce qu'il est très longtemps depuis les indépendances, les années d'indépendance, la RDC n'avait plus un rêve. La RDC ne savait plus où elle allait. Il n'y avait pas de vision. Monsieur John, je vous arrête tout de suite. Je vous arrête tout de suite. La RDC a toujours des rêves. Le président de la République a parlé des 5 chantiers. Il a parlé de la révolution de la modernité. Et aujourd'hui, on parle de l'émergence horizon 2030. C'était des rêves. Est-ce que vous avez déjà décelé les faiblesses de tout cela? Non, mais attention, attention. Il ne faudrait pas que nous puissions parler faire une petite confusion là. Lorsque nous parlons des rêves, ce sont des visions. C'était des projets, justement. Lorsque l'on présente un plan des 5 chantiers, ça n'a rien à voir avec un rêve, ça c'est un projet. C'est un projet qui a été fait. Mais ici, lorsque je parle de rêve, je vois une vision, c'est quand même 30 ans, plutôt 20 ans avant qu'il annonce le cap. Seulement en 2016, il doit s'en aller, hein? Oui, tout à fait, il va partir, mais c'est pourquoi j'ai dit, c'est une affaire du Congolais. Donc c'est un rêve congolais, c'est pas le rêve de Joseph Kabila, mais c'est le rêve que toute la population congolaise devrait s'approprier. Et ici, je voudrais préciser, lorsque l'on donne un cap, mais concrètement, effectivement, il y a beaucoup à faire et il y a déjà beaucoup qui est en train d'être fait. Lorsque vous parlez des 5 chantiers, les 5 chantiers, c'est tout simplement dans cette action de l'émergence, dans cette volonté de l'émergence que le chef de l'État a annoncé les 5 chantiers, la révolution de la modernité, ainsi de suite. Donc toutes ces actions-là rentrent dans ce que nous poursuivons, c'est-à-dire l'émergence. L'émergence, c'est tout simplement une période transitoire entre la période de sous-développement, ou l'état de sous-développement et l'état de développement. Donc nous voulons quitter cet état de sous-développement pour prendre au moins de l'envol vers le développement. Et là, je pense que quelqu'un qui a un tel rêve, quelqu'un qui a une telle volonté, je ne vois pas pourquoi on pourra le blâmer. Voilà, vous parlez du développement, du sous-développement, le processus long. Je vous sens très à l'aise dans votre matière parce qu'on parle déjà de l'économie. Et nous allons revenir un peu sur un concept qui est devenu pratiquement amical au chef du gouvernement congolais, la maîtrise du cadre macroéconomique. Par quoi cela se traduit aujourd'hui en République démocratique du Congo? Ça c'est une grande avancée avec Joseph Kabila. Je pense que dans ce pays, on a été habitué à des soubresauts sur le plan politique et même sur le plan économique, au point que la RDC, on ne savait même pas la juger économiquement parlant, on ne pouvait même pas gérer pratiquement les statistiques économiques de la RDC. Mais aujourd'hui, la RDC est un pays fréquentable sur le plan politique et même sur le plan économique, parce que nous avons jeté les bases d'une économie stable. Le cadre macroéconomique, les agrégats macroéconomiques dont il est question ici, sont des grandeurs mesurables qui permettent de pouvoir mesurer l'économie, de pouvoir jauger l'économie d'un État. Et là, nous avons le taux de chômage, nous avons le taux d'inflation, nous avons la croissance économique. Et aujourd'hui, lorsque nous parlons croissance économique, lorsque nous parlons taux d'inflation, nous constatons qu'il y a quand même des grandes avancées. Vous n'êtes pas sans ignorer qu'il y a quelques années, ce pays a connu de l'inflation jusqu'à 10 000%. Dans ce pays, on a connu des galopements des prix qui changeaient du matin au soir. Et c'est dans cette république où on a connu des moments très compliqués avec la stabilité des prix. Et on pouvait avoir un salaire le matin qui représentait une certaine valeur et le soir, il ne représente plus rien. Donc la RDC a fait des grandes avancées. Aujourd'hui, nous parlons inflation.
autour de 1%. Ce qui n'a jamais existé dans ce pays. Voilà, justement, vous nous amenez trop dans les airs. Hein. Je voudrais qu'on remette les pieds sur terre. Il y a des avancées en RDC du point de vue macroéconomie et tout ça. Est-ce que cette avancée-là, c'est les impaiements des agents de la SNCC qui ne savent plus à quel sein se vouer? Cet avancement-là, c'est les impaiements des agents de Simon 4 qui sont aujourd'hui, à qui on propose le paiement au taux de 300 le dollar américain. Ne créez pas de l'amalgame. D'abord, vous parlez de Simon 4, vous parlez de... Oui, du social des Congolais. Oui, on peut parler du social des Congolais en général. C'est important que nous puissions faire remarquer une chose, parce que lorsque l'on parle d'un changement positif, on voit le temps par lequel, de là où nous venons. Lorsque quelqu'un a quitté le point 1 pour le point 1,5, je pense qu'il y a une certaine avancée. La SNCC, vous n'allez pas accuser le gouvernement actuel des problèmes de la SNCC, parce que la SNCC s'est coulée il y a Ben Red. Donc Joseph Kabila a trouvé la situation de la SNCC avec autant de mois d'impayement. Et lorsque aujourd'hui il y a quand même certaines avancées, parce que quand vous parlez SNCC et Simon 4, n'oubliez pas aussi de parler des fonctionnaires de l'État. Parce que là, il y a quand même un paiement. Donc il ne faudrait pas que nous puissions créer de l'amalgame comme si il n'y avait que des problèmes et jamais des solutions. Je pense qu'il y a des solutions qui sont proposées. Aujourd'hui, avec la SNCC, il y a des solutions qui sont proposées. Il y a des solutions qui sont proposées, il y a des engins qui ont été commandés très bientôt qui seront là. Il y a des pourparlers aujourd'hui avec des implications du gouvernement provincial pour que les agents de la SNCC reprennent pratiquement le travail convenablement. Il y a des avancées sur ce plan-là. Et moi, je pense que le problème de la SNCC comme de Simon 4, c'est qu'on ne peut pas parler salaire lorsqu'il n'y a pas de production. Donc il y a un travail qui doit être fait. Effectivement, le gouvernement, il y a des efforts à fournir, mais est-il qu'il y a des avancées sur beaucoup de plans? Je suis tout à fait d'accord que la SNCC, c'est encore un cas qui doit être traité avec beaucoup de lucidité et beaucoup de perspicacité, mais il n'y a pas que la SNCC en RDC. Alors, je laisse, on va rester dans ce registre de la question qui concerne la macroéconomie. Alors, le gouvernement Matata Ponyo se félicite d'avoir maîtrisé le cadre macroéconomique en RDC. Et par rapport au social des Congolais, si vous étiez demandé de coter le gouvernement Matata, quelle cotation allez-vous donner à cette équipe? Vous savez, le gouvernement Matata a fait un grand travail sur beaucoup de plans. Ce n'est pas seulement sur le plan de la maîtrise des agrégats macroéconomiques. Il y a beaucoup d'avancées, même dans le domaine de la santé publique. Il y a beaucoup d'avancées. Nous n'allons pas parler aujourd'hui du bilan Matata Ponyo, mais je pense que le gouvernement a fait beaucoup de réalisations. Mais je suis tout à fait convaincu, comme tous les Congolais, qu'il y a encore beaucoup à faire et qu'il y a encore des choses qu'on peut encore faire dans ce pays. Je pense que le chef de l'État est tout à fait conscient de cela. Ce gouvernement est en train de faire son travail, mais je pense qu'on peut encore repousser les limites pour encore faire mieux pour l'intérêt de... Je parle bien de la cotation sur 10. Qu'est-ce que vous pouvez donner à l'équipe? Vous savez, je ne vais pas, je n'ai jamais été Premier ministre, je ne veux pas donner... Non, en tant que Congolais, par rapport au social des Congolais. Mais je voudrais quand même préciser une chose, c'est que nous avons quand même vu quelques avancées lorsque l'on parle du social. Vous savez, nous parlons tout à l'heure des stabilités macroéconomiques. Lorsqu'on parle de la stabilité monétaire, par exemple, c'est que les prix ne galopent pas. Est-ce que cela, c'est pas une avancée sur le ça galope, mais ça ne change pas les social. Le problème, c'est l'impact sur le panier de la ménagère. Effectivement, je vais vous donner. Lorsque vous avez un panier de la ménagère de 100 $ et que il y a quelques années, vous avez 100 $ le lundi et le vendredi, le 100 $ ne vaut plus ce qu'il valait il y a quelques jours. Et même aujourd'hui, le Congolais qui est payé du 1er au mois jusqu'au 30, il sait au moins faire des prévisions. Il sait au moins payer la même chose, le même bien, à un même prix pendant 1 mois, 2 mois et même 6 mois. Donc les prévisions sont possibles. L'épargne est possible. Donc, il est aujourd'hui possible qu'un Congolais puisse épargner pour pouvoir au moins se payer quelque chose. Et cela, ce sont des avancées notables. Lorsque vous parlez social, lorsque un fonctionnaire de l'État est payé régulièrement chaque le 25 du mois, est-ce que vous ne pensez pas que c'est une avancée? Vous savez combien de fonctionnaires nous avons dans ce pays? Lorsqu'ils sont payés régulièrement, je dis bien, je pèse mes mots, régulièrement. Il faut savoir quel salaire, M. Dessé, quel genre de salaire? Oui, mais tout à fait. Je vous avais dit tout à l'heure que le salaire n'est pas très important, c'est vrai, mais nous devons savoir d'où nous venons. Quelqu'un qui ne touchait que 5 000 francs, et s'il a 45 000 francs, vous ne pensez pas qu'il y a une avancée?
Il reste beaucoup à faire, hein. Vous l'avez reconnu, vous applaudissez en même temps et de deux mains le gouvernement parce qu'il accomplit bien sa mission. Je pense que le gouvernement est sur une bonne voie. Oui, sur une bonne voie. Vous avez un œil observateur, je veux dire, justement. Est-ce que vous ne pensez pas que ce gouvernement est en train de s'engager dans une folie dépensière? Dépenser 22 millions de dollars américains pour la construction de l'hôtel du gouvernement, alors que vous venez de reconnaître qu'il y a tant à faire aujourd'hui. Vous ne pensez pas que c'est une folie dépensière? Vous pensez qu'il est normal que vous soyez dans un État qui se veut grand, avec un gouvernement qui est locataire? Vous pensez que c'est normal que les ministres qui doivent travailler pour l'intérêt, pour le développement du Congo, puissent se retrouver dans la rue en train de travailler en d'accord. Que dire de 10 millions de dollars affectés justement à l'entretien de la pelouse? Mais vous oubliez qu'il y a 80 millions qui sont engagés pour le parc agro-industriel de ce journaliste. Le parc agro-industriel que Joseph Kabila a inauguré tout récemment, donc s'inscrit dans le cadre de la révolution, comme il le dit. Moi, j'aimerais qu'on revienne un peu au gouvernement, justement, mais dans son essence même. Les concertations nationales, Joseph Kabila a annoncé la fin du gouvernement Matata Pogno, mais aujourd'hui, les Congolais qui nous suivent à la maison attendent le départ de Matata. Matata n'est jamais parti, il est toujours là. Lui, avec un gouvernement réputé démissionnaire. Est-ce que vous, qui voudriez entrer en politique aujourd'hui, vous ne pensez pas qu'il s'agit d'un monde de fourbe où on annonce une mesure politique qui n'est jamais appliquée? C'est un monde des intérêts, tout simplement. Je pense que le chef de l'État a donné une réponse à cette question. Il a dit qu'il y a un gouvernement en formation et qu'il va annoncer un gouvernement. Il avait dit bientôt, ça fait maintenant plus de 10 mois. Mais il nous a répondu en disant qu'il ne pouvait pas y aller avec précipitation. Vous savez, notre pays est post-conflit. Nous avons connu tout ce que nous avons connu dans ce pays, alors il ne faut pas y aller avec précipitation. Le plus important, c'est de sauvegarder d'abord l'enfant en vie, afin que nous puissions avancer. Nous n'allons pas aller dans la précipitation parce qu'on a fait une promesse et que l'on doit nécessairement l'accomplir, même si cela n'est pas opportun. Je pense que le chef de l'État est responsable, il est en train de... Est-ce que ce n'est pas une promesse comme du genre fini la récréation, tolérance zéro, le prochain gouvernement est dans très bientôt, et Vital Kamerhe qui a repris en disant justement que c'est un gouvernement de bientôt, l'autoroute Lubumbashi-Kasumbalesa qui n'est jamais venue, c'est une route en terre battue presque que nous avons encore. Non, mais si M. Kamerhe a dit cela, je pense qu'il doit se référer, il doit rentrer un peu les pieds sur terre pour visiter effectivement cette route qui est en train d'être faite. Mais il n'y a pas d'autoroute jusque-là. Lorsque vous parlez des promesses, non, mais il y a route Lubumbashi-Kolwezi qui se fait, qui est déjà opérationnelle. Et l'autoroute Lubumbashi-Kasumbalesa. Vous parlez de la nationale numéro 1. Vous savez, le problème des priorités, c'est que c'est ce que vous venez de reprocher au gouvernement. Pourquoi vous voulez que le gouvernement se penche seulement sur l'autoroute Lubumbashi-Kasumbalesa alors qu'il y a des routes en terre battue sur d'autres axes? Je pense qu'il n'est pas prioritaire que l'on puisse commencer par créer cette autoroute alors que l'on a encore des routes à faire. Nous sommes en train de travailler sur des grands axes, nous sommes en train de travailler sur l'axe la numéro 1. Aujourd'hui, nous allons, bientôt dans quelques années, nous allons réunir Kinshasa et Lubumbashi. Vous ne voyez pas que cela soit plus important que nous puissions d'abord ouvrir la porte vers l'extérieur? Alors, je voudrais poser une question, ce qui rentre justement dans les objectifs de cette émission. Aujourd'hui, nous sommes déjà dans la 3e République. La France, j'ai fait une petite comparaison, qui est née à la 5e République. Alors, c'était le 14 juillet dernier. Lorsqu'on fait la comparaison, c'est que la France a connu moins de crises politiques. La RDC, avec la 3e, on en est déjà à la 3e République, en moins de 50 ans d'existence. La France, en moins de 200 ans d'existence de la République, ils sont la 5e République. Est-ce que cette instabilité politique congolaise, vous entrez aujourd'hui dans le monde politique, comment peut-on remédier à cette responsabilité politique? On voudrait le savoir, ceux qui suivent à la maison voudraient vous entendre. Effectivement, ici, c'est une question très, très, très intéressante. Les Congolais doivent éviter de continuer dans les instabilités, comme vous venez de le dire. Et avec la 3e République, je pense que nous sommes en train d'aller vers une stabilité parce que déjà, lorsque l'on organise des élections, lorsqu'il y a possibilité d'une alternance politique, lorsqu'il y a possibilité de pouvoir nommer ses dirigeants, je pense que le Congolais se retrouve dans le pouvoir et il est possible que nous puissions pérenniser cela. Il est très important que les hommes politiques puissent mettre un peu d'eau dans leur vin pour qu'ils puissent éviter de s'accrocher trop aux intérêts personnels et qu'ils puissent accepter de respecter la continuité de l'État. L'État existe, mais les personnalités ou les personnes peuvent passer. Mais aujourd'hui, nous devons comprendre que nous sommes
dans la Troisième République. Moi, je ne pense pas que nous sommes plus instables que la France. Non, je ne pense pas. Parce que lorsque vous voyez la Troisième République et la Quatrième République française, il y avait aussi beaucoup plus d'instabilité que maintenant chez nous. Mais nous sommes en train d'avancer. La République démocratique est en train de faire sa démocratie. Ce que je souhaite, tout simplement, c'est que on doit nous laisser faire la démocratie à la congolaise. Et non pas nous imposer une démocratie à l'américaine. Et ce qui risque de nous créer... Qu'est-ce que vous voulez dire faire la démocratie à la congolaise? Par rapport à nos cultures, par rapport au respect. Vous voyez, je vais vous donner juste un petit exemple. Chez nous, le respect du chef est sacré. Je pense que, même comme Mobutu le disait, les gens pensaient toujours à la dictature, mais non, ça n'a rien à voir avec la dictature. Le respect du chef est sacré. La démocratie ne doit pas signifier nécessairement insulter le chef, injurier le chef ou manquer du respect au chef. Alors, s'il faut revenir à l'idée tout à l'heure développée par Patient qui concerne l'instabilité politique en RDC, depuis 2011, M. Dessé, beaucoup d'observateurs constatent qu'il y a une crise institutionnelle en RDC. D'une part, Joseph Kabila a prêté serment comme président de la République. D'autre part, Etienne Tshisekedi a prêté serment comme président de la République. C'est une crise institutionnelle qu'il faut corriger. Alors, s'il faut aller aux élections de 2016, qui va démissionner avant qu'on organise les élections, M. Dessé, à votre avis? Il ne faudrait pas que l'on puisse appeler crise ce qui ne l'est pas du tout. Je ne pense pas que... Ou carrément, c'est un dédoublement institutionnel. Si un quelconque monsieur dans la rue s'autoproclame président de la République, on doit appeler ça crise. Alors, on parle de dédoublement institutionnel? Non, il n'y a pas de dédoublement constitutionnel. Il y a une seule institution. Il y a un président de la République. Mais M. Tshisekedi n'a jamais été président de la République, tout le monde le sait. Il a prêté serment quand même, M. Dessé. C'était du théâtre, vous le savez très bien, c'était du théâtre. Et tout le monde l'a suivi. C'est du théâtre, comme je venais de le dire. Mais nous n'allons pas suivre tout ce que tout le monde fait dans ce pays pour appeler ça crise. Ce n'est pas une crise. Il y a une institution, président de la République. Mais ici, je voudrais vous dire qu'il n'y a pas une crise institutionnelle. Il y a un groupe d'individus, des mauvais perdants, qui ne veulent pas reconnaître la victoire des autres. Et là, moi je pense que c'est une malhonnêteté et c'est pas sérieux. C'est parmi les éléments que nous devons éviter, comme M. Claudel venait de dire tout à l'heure, pour éviter l'instabilité, nous devons aussi être capables d'accepter nos échecs. Jean Bouzakar Ligon disait qu'un homme politique, c'est celui qui est capable d'assumer ses responsabilités, même si il s'agit d'accepter un échec. Oui, est-ce que vous reconnaissez quand même les failles qui ont été relevées par rapport au processus électoral en cours? Nous parlons aussi de celui de 2011 et vous savez que la majorité a été pointée. Il y a quelques années, George Bush est passé aux élections contre Al Gore. Et il y avait quelques irrégularités. Je pense que nous n'avons pas créé la roue et que nous n'allons pas justifier les irrégularités qu'il y a. Et c'est à cause de quelques irrégularités que vous êtes en train de superficialiser que Dani, le pasteur Ngui Mulunda, a été avancé à la tête de la CENI. Non mais vous savez, vous venez de parler tout à l'heure des consensus, vous venez de parler tout à l'heure de... Mais lorsqu'il y a quelques irrégularités, lorsqu'il y a une crise de confiance entre les hommes politiques, mais on cherche à recadrer. Le chef a tout simplement constaté qu'il y avait un problème. La majorité, comme l'opposition, ils ont réclamé qu'il y ait un changement et le Parlement en a décidé. M. Mulunda est parti à cause de quelques irrégularités. Qui ont profité à l'ECT en l'occurrence, hein? Non, pas du tout, au contraire. Parce qu'on a parlé des fraudes électorales et tout ça, ça a profité quelque part à l'ECT. Si nous devions parler de fraude électorale, je pense que l'ECT n'a pas été mieux nanti. Je voudrais qu'on vous pose une question pour l'intérêt de ceux qui sont à la maison, parce que je sens déjà en vous, avec le débat qu'on a échangé ici, c'est le débat universel à travers tout le pays. On peut y cette bipolarisation de la classe politique congolaise. Au milieu, on a une société civile aussi qui, en fait, voudrait toujours se retrouver, des gens de la société civile qui sont retrouvés aujourd'hui dans la majorité. Alors, est-ce que vous pensez, en âme et conscience, que l'homme politique congolais a satisfait les Congolais? Celui qui nous suit à la maison, qui n'a pas aujourd'hui à manger, celui qui nous suit à la maison, dont on a bancarisé les salaires sans qu'il y ait les comptes. Je pense qu'en âme et conscience, le Congolais n'est pas encore totalement satisfait. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour le satisfaire? Il faut des hommes politiques consciencieux. Il faut des hommes politiques qui ont une vocation, comme je viens de le dire, des hommes qui peuvent se sacrifier pour cette nation. Et je pense que c'est la bataille que nous
nous sommes en train de faire aujourd'hui. Cette jeunesse aujourd'hui, avec l'éveil de la conscience à l'ECT, nous disons que nous devons réveiller les Congolais, nous devons éveiller cette conscience congolaise pour que ce patriotisme puisse prôner au-delà des intérêts partisans des uns et des autres. Et ça, c'est très important pour que nous puissions avoir une classe politique qui puisse réaliser effectivement la volonté de la population congolaise. Alors, M. Dessé, on va parler tout à fait autre chose. Quelle est, en quelques mots, la place de la femme dans votre vision? La femme a toute sa place. Vous savez, aujourd'hui, la femme, elle représente 52% de la population congolaise, plus ou moins. La femme, chez nous, c'est pratiquement la femme qui est la base même de la famille, parce que c'est la femme qui s'occupe de toute l'éducation de la famille. Et moi, je pense que dans notre politique, et même à l'ECT, la femme représente une place de choix dans le développement de ce pays. Et par rapport à son éducation? Nous pensons qu'il y a eu du retard. Il y a eu du retard par rapport à l'éducation de la femme et que cela doit être corrigé aujourd'hui. Je pense que la femme doit jouer réellement son rôle et la femme doit être consciente de cela. C'est pourquoi nous pensons, nous aujourd'hui, que nous devons aller dans une politique de cette émancipation. Vous savez, on a mal présenté l'émancipation depuis beaucoup de temps comme étant un combat contre l'homme. Et cela n'est pas bien. Et c'est pour ça aujourd'hui on est en train de parler du genre. Et nous engageons dans cette optique. Nous disons qu'aujourd'hui il faudrait parler d'un combat du genre. C'est-à-dire l'homme et la femme pour le développement de la RDC. Et ça c'est très important. On ne peut pas écarter 52% de la population de l'action pour le développement qui la concerne directement. Donc, il est tout à fait irréaliste de penser que 48% seuls doit faire le développement des 100%. Donc il est très important que nous puissions mettre ensemble cette population, les hommes comme les femmes, afin qu'ils travaillent ensemble. L'éducation de la femme est très prépondérante et très importante aujourd'hui. C'est pourquoi nous pensons qu'il est nécessaire que le gouvernement qui s'est engagé dans cette politique de renforcer les capacités de la femme, de continuer afin que la jeune fille puisse aller à l'école. Et je vous dis que dans ce domaine, nous les privés, si nous pouvons nous appeler ainsi, nous les hommes politiques, nous ne sommes pas exempts des efforts. Moi, par exemple, nous sommes en train d'organiser tout un centre d'alphabétisation de la femme. Et cela rentre dans le cadre de l'AJL, quelque chose comme ça? Oui, dans le cadre des amis de Jesse Numbi, les amis de Jesse Numbi qui sont en train de travailler dans le territoire de Kanyama, ici à Lubumbashi, et dans certains milieux ici au Katanga. Et les objectifs? Les objectifs, c'est que nous voulons, pour nous disons que la solidarité, c'est notre force. Et nous pensons que avec un peu de solidarité, nous pouvons arriver à créer un autre Congo. Parce que l'autre Congo est possible. Nous pensons que le Congo que nous vivons aujourd'hui n'est pas celui que nous devrions avoir. Et si nous voulons avoir le Congo de nos rêves, nous devons tous ensemble nous mettre au pas pour réaliser notre rêve. Et cela, chacun, là où il est, moi je me dis, tous les Congolais, moi le premier, nous devons nous mettre au travail pour rendre meilleure la vie des Congolais. Et c'est là que nous sommes en train de travailler, dans l'éducation de la femme, dans l'éducation des enfants, des jeunes gens, et nous pensons que l'éducation, c'est même le socle de tout développement. Donc la présence de la place de la femme est prépondérante dans le développement. Alors, en quelques mots pour chuter, parce que nous nous acheminons lentement, mais sûrement vers la fin de ce magazine, la bâton rompu. Alors, M. Dessé, par rapport aux questions politiques qui se posent au pays et par rapport à la situation économique de la RDC, en quelques mots, qu'est-ce que vous proposez comme remède? S'il vous plaît. Par rapport aux questions politiques qui, justement, posent des problèmes à RDC et la situation économique en RDC, quels sont les remèdes clairs que vous proposez? Premièrement, c'est que je pense que le chef de l'État a déjà prévu un programme par rapport à l'émergence de ce pays et que les hommes politiques doivent aussi s'y engager. Nous avons vu les actions de Bukangalozo par exemple, c'est une grande action. Je pense que le développement, ou lorsque nous parlons émergence, nous devons commencer d'abord par assurer l'alimentation des Congolais. Et je pense que c'est très très important. Lorsqu'on parle du social, je sais qu'on est en train de revenir pratiquement sur la même question, c'est l'alimentation. Lorsque les Congolais n'ont pas bien mangé, ils ne savent pas bien travailler. Et je pense que c'est un engagement que le chef de l'État vient de faire avec le premier parc sur les 16 qui vont pratiquement joncher toute la République. Je crois qu'avec cela, nous arriverons d'ici là à
bouder la fin des frontières de la République démocratique du Congo. Il est important que nous puissions nous lancer à attirer, dans une diplomatie économique pratiquement, pour attirer tous les investisseurs étrangers ou locaux, les encourager dans un certain partenariat privé-public afin de booster un tout petit peu cette croissance économique. Mais il est très important que nous puissions noter que le développement de ce pays, c'est d'abord les enfants de ce pays qui doivent le faire, qui doivent le produire. Et pour cela, il faut une classe moyenne. Il faut une population congolaise capable de booster son industrialisation. Et comment créer cette classe moyenne dans ce pays? Pour créer cette classe moyenne, moi je pense que, vous savez, chez nous, on a confondu certaines petites choses. Il y a beaucoup de gens qui vont en politique pour chercher l'argent. Il y a des gens qui se disent pour être un nouveau riche, il faut faire de la politique. C'est une erreur. Pour être riche, il faut faire les affaires, il faut rentrer dans le business, il faut rentrer dans l'entrepreneuriat. Et c'est là que je pense que c'est très important aujourd'hui que nous puissions encourager l'entrepreneuriat des Congolais. Et cela, nous avons une proposition claire, c'est que nous devons rentrer dans la culture. Et cette culture, pour la cultiver, il faut commencer par l'école. Il faut commencer par l'école primaire, l'école maternelle. Nous devons incorporer les cours d'entrepreneuriat depuis l'école maternelle, afin de susciter dans les Congolais cet esprit-là de travail, cet esprit d'entrepreneuriat, afin que demain nous puissions avoir des entrepreneurs congolais. Et ces entrepreneurs doivent être encadrés. Nous avons parlé de l'éducation, ça commence par l'éducation, mais ça passe aussi par l'encadrement. Cet encadrement, c'est qu'il doit être financé. Il y a des capitaux que l'on doit donner aux Congolais, mais il y a aussi l'encouragement dans la sous-traitance. Il faudrait que les Congolais aient un certain privilège dans l'octroi des marchés. Dans l'octroi des marchés publics et même dans la sous-traitance, comme ça a été décidé avec les entreprises minières en RDC, que la sous-traitance doit être faite par les Congolais. Donc, Monsieur John Numbi, pour moi, c'était un honneur de vous avoir sur ce plateau. Donc, une émission au cours de laquelle vous vous êtes finalement présenté au public katangais, d'ailleurs que vous connaissez déjà avant, mais vous vous êtes étalé sur les grandes questions d'actualité. Alors, je voudrais que vous puissiez nous dire un peu quel est le sentiment général que vous avez eu à l'issue de cette émission. Qu'est-ce que cette émission vous a imprimé? Est-ce que ça vous fait voir un peu les genres d'hommes politiques que vous êtes dans ce pays, ou bien ça vous a permis de vous affirmer comme kabiliste? Cette émission me donne... Chaque fois que je parle du Congo, j'ai le même sentiment, c'est le sentiment de ma responsabilité par rapport à ce pays. C'est que je me dis, qu'est-ce que je peux faire et qu'est-ce que je peux apporter à ce pays. Je pense que nous avons tous cet esprit d'attendre que le pays fasse quelque chose pour nous. Mais moi, je me pose toujours la question, qu'est-ce que je peux faire pour la République? C'est pratiquement cette responsabilité que je sens. Et quand je vois la population congolaise qui est en train de souffrir, je me dis, qu'est-ce que je peux faire? Et je me sens responsable de tout ce qui arrive. En tout cas, vous êtes à donner à cœur joie à cet exercice qui, du moins, du reste, n'est pas facile. Et vous êtes aujourd'hui en politique. Le but est d'avoir un poste. Je vous présente la liste de postes. Lequel vous voulez avoir? Voilà. Est-ce que le but, c'est d'avoir un poste? Je ne sais pas si le but, c'est d'avoir un poste, mais le but, c'est de servir. Vous voulez servir à quel poste? Je voudrais servir là où la République veut que je puisse servir, là où mon parti va m'envoyer. Vous savez, lorsque vous parlez des postes, c'est que vous parlez des élections. Est-ce que je vais me présenter à quelles échéances? J'attends que le SCT décide où est-ce qu'ils vont m'envoyer. S'ils me demandent d'être chef des quartiers, si cela est utile pour ma République, je le sais. Merci. Madame, Messieurs, ça aura été pratiquement la fin de ce magazine. Au cas par cas, vous avez suivi justement le développement des différentes questions en République démocratique du Congo avec M. John Numbi. On va se retrouver avec vous la prochaine fois avec le même plaisir de vous servir.